Dans le centre-ville de Louviers, les murs de pierre témoignent d'une histoire singulière et méconnue. Pendant près de 3 siècles, le même lieu a successivement abrité des religieuses pénitentes, puis des femmes incarcérées. Cette continuité architecturale révèle une constante française, l'enfermement des femmes jugées déviantes, qu'il soit justifié par la morale religieuse ou par l'ordre républicain. Cette histoire locale éclaire une tension nationale entre spiritualité et discipline, liberté et enfermement, foi individuelle et contrôle social. Elle interroge notre rapport contemporain au patrimoine et à la mémoire des lieux ambivalents. Le couvent des pénitentes de Louviers fut fondé au XVIIe siècle dans le cadre de la réforme catholique. Comme de nombreuses institutions similaires en France, il répondait à une double mission: accueillir les femmes désireuses de pénitence et redresser celles que la société considérait comme égarées. Les critères d'admission révèlent les normes sociales de l'époque. Y étaient envoyées les jeunes filles enceintes hors mariage, les femmes soupçonnées de meurtres dissolus, les épouses désobéissantes dénoncées par leur mari, ou simplement les adolescentes jugées indisciplinées par leur famille. La pauvreté constituait souvent un facteur aggravant. Les familles aisées négociaient des arrangements en discret, tandis que les plus modestes se voyaient contraintes à l'enfermement public. L'architecture du couvent reflétait sa fonction. Organisé autour d'un cloître fermé, il comprenait des cellules individuelles, un réfectoire, une chapelle et des ateliers de travail. Les murs hauts et les grilles aux fenêtres témoignaient déjà d'une logique de réclusion qui dépassait la simple vie monastique. Cette institution participait pleinement à l'ordre moral de l'Ancien Régime. Les autorités locales, lieutenants de police, prévôts ou notables, collaboraient étroitement avec les religieuses pour maintenir ce qu'ils considéraient comme la paix sociale. L'enfermement religieux servait de régulation des conflits familiaux et de contrôle des comportements féminins jugés transgressifs. La Révolution française bouleverse cette organisation. En 1791, la suppression des ordres religieux entraîne la fermeture du couvent et la confiscation de ses biens. Les religieuses sont dispersées, les pensionnaires libérés ou transférés. Le bâtiment devient bien national. Mais cette rupture politique ne signifie pas abandon du lieu. Dès les premières années du XIXe siècle, l'État français réutilise l'ancien couvent comme maison d'arrêt pour femmes. Cette réaffectation n'est pas anodine. Elle révèle comment la République naissante hérite et reprend, parfois sans rupture véritable, les fonctions de contrôle social exercées auparavant par l'Église. Le passage d'un pouvoir religieux à un pouvoir judiciaire s'opère dans la continuité architecturale. Les cellules des pénitentes deviennent cellules de détenus. Les ateliers de prière se transforment en ateliers de travail forcé. La chapelle conserve sa fonction, mais sous surveillance laïque. Les justifications changent. On ne parle plus de salut des âmes, mais de réinsertion sociale. Mais la logique d'enfermement perdure. Cette transition illustre un phénomène plus large de l'histoire française. La sécularisation ne supprime pas toujours les structures de contrôle, elle les transforme et les réapproprie sous de nouveaux fondements idéologiques. Les archives départementales conservent les traces de ces femmes oubliées. Leur profil révèle les mécanismes de marginalisation sociale qui conduisent à l'enfermement. Marie, 19 ans, domestique enceinte, abandonnée par son patron. Jeanne, 32 ans, couturière condamnée pour vol de tissu. Marguerite, 45 ans, blanchisseuse accusée de vagabondage après avoir fui un mari violent. Ces femmes ne sont pas que des victimes passives. Certaines résistent, s'organisent, maintiennent des solidarités. Les rapports de surveillance mentionnent des coalitions pour protester contre la nourriture, des insubordinations face aux ordres, des tentatives d'évasion. D'autres trouvent dans l'enfermement une forme de protection temporaire contre la violence extérieure ou l'extrême pauvreté. Le régime carcéral reproduit les hiérarchies sociales. Les femmes de milieu bourgeois, incarcérées pour des délits honorables, escroquerie, détournement, bénéficient de cellules individuelles et d'un traitement différencié. Les prostituées et les voleuses sont regroupées dans des dortoirs communs, soumises à un travail obligatoire de couture ou de blanchisserie et à une surveillance morale constante. Cette différenciation révèle la persistance d'une logique de redressement héritée de l'époque conventuelle.
Il ne s'agit pas seulement de punir, mais de corriger les comportements jugés déviants, particulièrement en matière de sexualité et de soumission aux normes familiales. L'évolution des conditions de détention suit les transformations sociales plus larges. À la fin du XIXe siècle, l'influence des mouvements philanthropiques et féministes commence à se faire sentir. Des visiteuses bénévoles, souvent issues de la bourgeoisie catholique, organisent des cours d'alphabétisation et des formations professionnelles. Paradoxalement, ce sont parfois d'anciennes religieuses qui retrouvent, sous une forme sécularisée, leur mission d'encadrement des femmes marginalisées. La prison pour femmes de Louviers ferme progressivement ses portes dans la seconde moitié du XXe siècle. Les bâtiments sont abandonnés, partiellement dégradés, avant de faire l'objet de projets de réhabilitation. Une partie accueille aujourd'hui des logements sociaux et une autre abrite un pôle culturel municipal. Cette reconversion pose la question délicate de la mémoire collective. Comment transmettre l'histoire de ce lieu sans tomber dans la glorification romantique ni dans l'oubli volontaire? Comment honorer la mémoire des femmes qui y ont été enfermées sans instrumentaliser leur souffrance? La municipalité a choisi une approche pédagogique mesurée. Une plaque commémorative rappelle la double histoire du lieu, religieuse puis carcérale. Des visites guidées sont organisées pour les scolaires, mettant l'accent sur l'évolution des droits des femmes et les transformations de la justice. Un fonds documentaire local conserve les témoignages et archives disponibles. Cette démarche mémorielle évite 2 écueils: la géographie, qui transformerait les détenus en héroïnes romantiques, et l'amnésie, qui effacerait cette page moins glorieuse de l'histoire locale. Elle s'inscrit dans une conception républicaine de la mémoire, exigeante et nuancée, qui assume les contradictions du passé pour mieux éclairer le présent. L'histoire du couvent-prison de Louviers dépasse le cadre local pour interroger les continuités et ruptures de l'histoire française. Elle révèle comment les institutions changent de légitimité tout en conservant leur fonction sociale. Elle éclaire les mécanismes d'exclusion qui frappent particulièrement les femmes pauvres et marginalisées. Cette histoire invite à une réflexion plus large sur la manière dont la société française a construit et maintenu ses normes morales et sociales. Elle montre que la laïcisation ne supprime pas automatiquement les logiques de contrôle, mais les transforme et les déplace. Aujourd'hui, alors que les questions d'enfermement et de réinsertion demeurent centrales dans les débats publics, cette mémoire locale offre un éclairage historique précieux. Elle rappelle que les institutions pénales ne sont pas neutres, qu'elles portent en elles les représentations et les rapports de pouvoir de leur époque. L'exemple de Louviers illustre finalement une exigence républicaine, celle de regarder l'histoire en face, sans complaisance ni anachronisme, pour mieux comprendre les enjeux du présent. C'est dans cette lucidité que se construit une mémoire commune, respectueuse des victimes et éclairante pour les citoyens d'aujourd'hui.